retour sur le plateau de la tranche info. Place maintenant au focus, une heure de décryptage de l'actualité locale. Et au cœur de ce focus ce soir, eh bien, nous allons mettre un petit coup de projecteur sur deux jeunes qui sont très ambitieux et on veut les voir arriver à leur fin. Il s'agit de Kyrian Martial et Nathanaël Sylvestre. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc comme je vous le disais, nous avons effectivement monsieur qui est présent toujours parmi nous. Vous pouvez intervenir, monsieur Menjiwa, quand vous voulez vous intervenez. Okay. D'accord. On est d'accord. On va se tourner maintenant vers ces deux jeunes hommes. Comment vous est venue l'envie effectivement de devenir pilote de ligne? Vous avez toujours souhaité cela ou bien c'est au fur et à mesure que le désir est venu? Alors moi j'ai toujours été passionné par l'aviation. Donc que ce soit par le métier de pilote de ligne, par toutes les branches en fait qui gravitent autour de l'aviation, ça m'a toujours intéressé. Mais c'est vraiment dans les petites classes où voilà, moi j'aimais voir les avions, mais au niveau peut-être du CE2, CM1, CM2, au début de collège, je me suis dit ok, ce sera pilote et ce sera rien d'autre. Donc ce sera primaire. Début collège. J'ai toujours aimé les avions, mais début collège, je me souviens encore de cette période, on va dire, de transition où je me suis dit ok, ce sera pilote. Et pourquoi cet attrait pour les avions? Tu as quelqu'un dans ta famille qui pilotait? Pas du tout. Je crois que je suis le seul dans ma famille, peut-être pas le seul, mais en tout cas le premier à avoir cette passion vraiment pour les avions, pour l'aéronautique depuis ma naissance, j'ai envie de dire. Enfin, aussi loin que je m'en souvienne, ça a toujours été les avions, un peu de musique, les avions et les avions encore. Et quand tu as commencé à dire à ta famille, bon, je veux devenir pilote de ligne, comment ils ont réagi? Ils m'ont dit, travailler à l'école. Il faut commencer par le début. Ben oui, c'est ça. Et puis, ils ont accueilli la nouvelle avec un peu de surprise, parce que comme je disais, j'étais le premier à être vraiment passionné par l'aéronautique, à courir sur l'atterrage à chaque fois qu'il y a un avion qui passe. Voilà, ils s'y sont habitués, et puis ils m'ont accompagné tout simplement à travers... leurs conseils, à travers leurs encouragements à continuer dans cette voie. Parce que tu nous parles de cette période début collège, qui n'est pas si lointaine que ça, puisque tu es dans la vingtaine, tu as 21 ans tout juste, donc c'est pas si loin que ça. Et toi, Kyrian? Moi, pour ma part, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était machine, voilà, les avions, même les tracteurs. Étant petit, j'étais vraiment impressionné par tout ce qui était grand et gros. Et donc, par la suite, je me souviens, j'avais un oncle en fait qui jouait à un jeu, une simulation d'avion en fait, et je me suis un peu focalisé sur ça et en fait j'ai complètement plongé dedans et je me suis rendu compte que c'était fascinant. Wow. Donc j'ai commencé à de plus en plus m'intéresser aux avions jusqu'à ce que la passion naisse et que je ne vois pareil comme mon ami, je vois que ça, les avions. Je sors dès qu'il y a un avion, je sors pour le regarder. Au bruit, j'entends quel avion qui passe, quel moteur. Enfin voilà, c'est une passion qui est arrivé comme ça, et donc ensuite j'ai pu au fur et à mesure prendre goût aux sensations de vol. Donc une fois arrivé dans un avion, voler, piloter. Mais l'envie était déjà là. Mais l'envie était déjà là. Pas, ah non, oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Converger vers cette option-là. Voilà. C'est assez particulier parce que c'est vrai que les personnes qui travaillent dans le milieu aéronautique, chaque fois qu'il y a un avion qui passe, c'est plus fort que vous, il faut regarder. Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment la passion. En fait, on est en admiration devant, enfin voilà, c'est déjà, on trouve que c'est vraiment une prouesse technologique et même, c'est ça, d'avoir construit ces machines-là, que des machines de 400, 300 tonnes puissent voler comme ça dans l'air, c'est énorme. Et puis la puissance, les moteurs, l'aérodynamisme, enfin voilà, tout ça, ça fait que nous, on aime vraiment ça, on est passionné par ça, et voilà, on veut en faire notre métier. Très bien. Alors, pour cela, donc vous avez passé votre baccalauréat, vous avez fait un baccalauréat scientifique. Après, qu'est-ce que vous avez fait déjà? Alors, nous, c'est similaire, quasiment. On a même cursus, même parcours? Pratiquement. Vous vous suivez, en fait? C'est ça, en fait. On est des amis de longue date. Très bien. Et donc, du coup, on n'était pas ensemble dans ces classes-là, mais on a rejoint une classe préparatoire scientifique. Donc, moi, en physique, chimie et physique technologique pour lui. Et à l'issue de ça, donc, à l'initial, c'était pour pouvoir tenter le concours de l'ENAC.
Donc l'ENAC, c'est l'École nationale de l'aviation civile en France. Donc c'est la seule école publique qui forme au métier de pilote de ligne. Donc c'est une école vu que c'est une école publique, donc la formation est payée totalement. Et donc forcément il y a un petit numerus clausus, il y aura pas, tout le monde ne peut pas accéder à ce genre de formation. C'est ça, c'est-à-dire que chaque année c'est à peu près 1000 concurrents pour 15 sélectionnés. D'accord. Et au maximum 15 sélectionnés. Ça c'est de l'écrémage pur et dur. C'est ça, voilà. Donc du coup, il a fallu s'y préparer quand même, et puis surtout que l'âge est limitatif aussi, il me semble que c'est 21 ans, donc on a droit à 3 passages une fois en prépa, donc une fois que cette voie-là n'est peut-être plus possible pour certains, il faut s'orienter vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus abordable, on va dire. Ou passer par une autre formation c'est ça. Ok. C'est ça, voilà. Donc en fait, il y a 3 voies entre autres, il y a donc l'ENAC, la voie privée et la voie de l'armée. Donc passer par l'armée, mais ça encore c'est un choix que avec chacun. Les contraintes. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment dans l'idée à la convenance de chacun en fait. C'est pour aller à Salon en Provence pour l'armée là. L'école de l'air. C'est ça, l'école de l'air, totalement. Et pareil, l'école de l'air aussi, il y a une bonne sélection. C'est une très très haute sélection. C'est aussi. ça, totalement. Alors qu'est-ce que ça a donné pour vous concrètement? Pour quel choix vous avez opté? On a été obligé quelque part d'opter pour la partie privée en fait, parce que c'est effectivement très sélectif pour entrer à l'ENAC. Voilà. Et limité à un certain âge, en tout cas dans certaines conditions, dans les premières conditions. Donc on s'est retrouvé à passer par la voie privée, sauf que la voie privée c'est aussi la voie la plus onéreuse. On parle de 80 000 euros. 80 000 euros. Donc la formation, pour devenir pilote, il faut avoir 80 000 euros en poche. C'est ça. Étalé sur combien d'années? 1 an et demi, 2 ans. 80 000 euros sur 1 an et demi, 2 ans. C'est ça. Ok. Comment vous avez fait? Comment vous faites? Déjà, à quel stade vous en êtes là, au moment où on parle? Alors pour l'instant... Vous savez déjà piloter un avion? Oui. Oui. On a tous commencé par la licence de pilote privé, qui est la licence de la personne qui veut voler pour son propre plaisir, mais aussi la licence de celui qui veut devenir pilote de ligne, et c'est vraiment la licence de base. D'accord. Alors moi, je l'ai passé avec un autre membre du groupe, puisqu'on est 5 dans le projet, aux ailes guadeloupéennes, alors que j'étais encore en terminale. Et on a passé en même temps. Même pas majeur? Même pas majeur. Lui, donc même pas le permis voiture qu'on est déjà en train de piloter des avions. C'est ça. Il était en première année de prépa, je me souviens, on l'a passé ensemble. Et suite à cette première licence que Kyrian et les 2 autres ont passé cette année au futur dans notre centre de formation, suite à cette première licence, quelques heures de vol et surtout la préparation de la licence de pilote de ligne théorique. Donc voilà, c'est 14 modules à valider qui traitent de tous les sujets qu'on rencontre dans l'aviation, que ce soit la navigation aérienne, le droit, les facteurs humains. Météo. La météo, totalement. Exactement, qui est un très gros module. Donc voilà, cette licence de pilote de ligne qui est validée et en cours de validation, en fin de validation pour certains, et qui nous permet d'avoir toutes les connaissances, la plupart des connaissances, en tout cas les connaissances générales requises pour devenir pilote de ligne. Donc vous avez quand même déjà effectué, on peut dire au moins 50% du cursus. Un peu plus, oui. Même un peu plus. C'est ça. Là, il vous manque quoi concrètement? Paradoxalement, en fait, la partie la plus onéreuse, c'est aussi la partie la plus rapide. C'est-à-dire, là, il nous reste environ, après la licence de pilote de ligne théorique, 6 mois de formation, qui à eux seuls font 40 000 euros. 6 mois de formation pour 40 000 euros. Environ. Vous trouvez pas ça un peu excessif? Non seulement c'est excessif, mais ça montre combien l'accès à la formation est difficile, enfin à double titre. D'abord parce que vous voyez bien que si on n'a pas des parents qui peuvent payer ces études, faut des reins solides. Quelles que soient vos compétences, malheureusement, vous êtes éliminé parce que vous n'avez pas les moyens de vous payer ce type d'études-là. Ce qui marque bien cette fracture éducative qu'il y a. C'est-à-dire que c'est les enfants des classes favorisées qui vont faire des études, les meilleures études. C'est les enfants de catégorie de CSP+, qui vont faire ces études. Et il y a donc non seulement une
un problème de classe sociale pour l'accès à l'enseignement, mais en même temps, le fait d'appartenir à une classe sociale défavorisée est handicapant pour accéder aux bonnes études. C'est ce que Emmanuel Todd, qui est un sociologue, appelle la fracture éducative qu'il y a en France. Et alors, nous, ici, aux Antilles, nous sommes doublement pénalisés. D'abord parce que nous sommes on a l'insularité. Voilà, l'insularité, nous sommes sur les marges de l'Empire, pour ainsi dire, qui nous défavorise par rapport aux gens qui sont en métropole. Et en plus, si on est d'une classe défavorisée, ben, on n'a pas accès à ce type d'études, simplement parce que les parents ne pourront pas mobiliser 80 000 euros. C'est un budget. C'est quelque chose, c'est presque le prix d'un appartement. Vous voyez. Et donc, combien de familles... Il y a des appartements moins chers. Combien de familles aujourd'hui sur les Antilles peuvent assurer à leurs enfants qui ont cette ambition, une ambition légitime, alors que je comprends très bien. Et les capacités. Et voilà, et ils ont les capacités, l'accès à ce type d'études. Voyez-vous, là, c'est un vrai problème. C'est quelque chose qui nous interpelle, qui devrait interpeller tous nos représentants, pour qu'ils puissent prendre des dispositions pour favoriser des jeunes qui ont cette envie, des jeunes qui sont des modèles exemplaires. Parce qu'il faut le dire, ce sont des modèles exemplaires qui doivent inspirer leur comportement, leur action, leur ambition doit servir d'inspiration à tous ceux qui les regardent, qui ont leur âge. Non, je suis dans la continuité de ce que vous dites, quand vous parlez de mobilisation, c'est vrai que la région Guadeloupe et je crois même que les institutions en général prennent conscience qu'il y a beaucoup plus de jeunes, en tout cas maintenant qu'avant, qui s'intéressent au métier de l'aéronautique. Pas seulement le métier de pilote de ligne, mais tout ce qui gravite autour. Bien sûr. Il y a un véritable attrait, on va dire, pour ce monde qui fascine de plus en plus. Et des choses sont mises en place. Nous, on est aidés à hauteur d'une certaine somme par la région Guadeloupe. On peut donner, on peut dire combien ils vous donnent. Oui, mais enfin, je veux dire, chaque année, chaque année, vous avez une petite subvention. Voilà, de la part de la région, en tout cas pour cette année, on veut savoir. 10 000 euros. De 10 000 euros, on a eu l'année dernière, qui nous a été accordé, 10 000 euros encore. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. C'est déjà pas mal, mais ça nous motive. Vous savez, oui, bien sûr. C'est une question de détermination, j'ai envie de dire. C'est évident. Exactement ça. Ensuite, vous êtes dans un secteur... C'est une question c'est euro après euro que les choses se font. C'est vrai qu'on va pas récolter peut-être 80 000 euros du premier coup, mais à coût de 10 000 euros, à coût de 2,50 € si on veut, on arrive à 80 000 euros. C'est Tigre d'Éric qui a fait ça guéri. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Vous avez 20 ans. Vous avez 20 ans. On voit effectivement que le niveau de réflexion est très poussé. Vous y arrivez. Ce sont des jeunes responsables. Clairement. On sait qu'on va arriver à nos fins parce qu'on veut arriver à nos fins. C'est tout. C'est l'objectif qui est là et l'objectif, on va le prendre, on va le saisir et on va y arriver. Justement, nous, on est là déjà pour peut-être, parce que moi, je pense à tous ceux que je connais qui aujourd'hui n'ont pas pu commencer la formation, qui passent par une autre voie pour peut-être essayer d'y arriver. Je pense à toutes ces personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient faire ça aussi quand ils étaient petits mais que leurs parents n'avaient pas d'argent. Et moi je me dis que c'est important que nous on y arrive et que pour ceux qui veulent y arriver derrière, qu'on puisse déjà quelque part creuser ouvrir les portes. Voilà, ouvrir les portes, ouvrir la voie et les aider. C'est ça totalement. Démocratiser. Parce que clairement, comme vous le dites, pour les gens c'est un rêve qui est inatteignable en fait. C'est ça, alors que c'est atteignable. Donc ils renoncent. Le métier de pilote de ligne, les retours qu'on a qui étaient vrais en fait avant, c'est soit il faut être très bon en maths, soit il faut avoir de l'argent. Et il faut quand même être un petit peu bon en maths et avoir de l'argent. Oui, mais en fait, en général, ils disent ouais, tu veux être pilote de ligne, mais ouais, tu dois être un crack en maths, machin, en physique. C'est vrai, il y a une partie de vérité. Il y a des termes techniques, il y a des formules à apprendre, mais ça reste quelque chose d'abordable. Quand on veut en fait, quand on est motivé, c'est pareil pour l'argent. L'argent, c'est vrai qu'il en faut, mais quand on est motivé, on y arrive. Voilà. Mais tout le monde n'a pas forcément la détermination que vous avez. C'est ça, c'est déjà difficile d'être étudiant, de trouver sa voie, de trouver une vocation, d'intégrer un cursus. Après, il faut encore galérer pour financer, galérer pour les cours. Non, c'est très difficile. Là, on vous parle, on est déjà passé par pas mal de démarches et mais on quitte pas l'objectif Une question. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette émission ?
Vous voulez sensibiliser la population, les gens, sur vos Il y a un problèmes. objectif précis. C'est ça, déjà ça. Et deuxièmement, justement par rapport à notre recherche de fonds, nous avons mis en place une cagnotte en fait, une cagnotte qui nous permettrait de récolter des fonds. Et comment on fait pour accéder à cette cagnotte? Alors cette cagnotte, il y a un lien qui est disponible. En fait, c'est une cagnotte Litchi, donc qui est alors soit par le lien qu'on pourra vous communiquer par la suite, vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le lien, ou sinon vous rendez sur la page Litchi, donc en tapant Litchi sur internet et vous tapez L2E-T-C-H-I et vous tapez objectif de point pilote de ligne, c'est notre cagnotte, et en allant dessus vous pourrez voir une description de notre projet, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut devenir, parce qu'on est 5 sur le groupe. Je voulais citer aussi donc les 3 autres qui sont eux toujours en formation à Perpignan Aérofutur, qui sont Steve Dulis, Davy Goffin et Melvin Auguste Virginie. Et voilà, on a fait une cagnotte parce qu'on a eu beaucoup de soutien depuis qu'on commence à médiatiser notre situation, et beaucoup de personnes qui nous ont conseillé de mettre en place cette cagnotte afin qu'on puisse être soutenu par la population. Et voilà, on a mis cette cagnotte là en place, et à tous ceux qui veulent participer, on serait très heureux, que ça soit aussi par des pensées positives, et voilà, toute aide sera la bienvenue. Eh bien voilà des jeunes de Guadeloupe qui ont de l'ambition pour ce pays et qui demandent l'assistance de la population par un crowdfunding Litchi pour les aider à atteindre leurs objectifs. Moi, je souscris à votre messie, je souscris parce qu'il faut encourager ces jeunes. Ce sont eux qui sont l'avenir. C'est l'avenir de la Guadeloupe, et c'est même au-delà de la Guadeloupe, parce que avec ce métier qu'ils vont faire, c'est un métier qui a de l'avenir, parce qu'il y a une explosion des transports aériens aujourd'hui dans le monde. Il y a une pénurie de pilotes. Voilà, il y a une pénurie de pilotes. On a besoin des gens de cette trempe-là, de ces jeunes de cette trempe, qui vont porter haut le flambeau de la Guadeloupe et des Antilles d'une manière générale, et de la France, bien sûr. Totalement. Nous, pour d'ailleurs préciser, alors pour parler de cette pénurie de pilotes, c'est une réalité. Aujourd'hui, on est face à plusieurs choses. La première chose la plus flagrante, c'est l'explosion de demande de déplacement via l'aérien dans le monde. Avant, il y a encore quelques années, c'était un peu compliqué. Il y a encore plus de temps que ça la crise pétrolière. Donc, au niveau de ce métier, c'était un peu compliqué. Mais maintenant, je prends l'exemple de l'aéroport Paul Caraïbe, qui prévoit bientôt de passer dans quelques années à 3 millions de passagers. Je crois, tout à fait, oui. Là, on va franchir le cap des 2 millions, et l'objectif suivant, c'est. Je crois que les 2 millions ont déjà été franchis. Voilà, c'est déjà dépassé. C'est ça. Et donc, du coup, il y a une demande vraiment énorme. Et puis, la deuxième cause, c'est que on arrive à ce qu'on peut appeler, ce que beaucoup appellent le papy boom. Il y a une énorme, ça se ressent en fait dans le monde de l'emploi aujourd'hui. Il y a énormément de personnel qui arrive en fin de carrière, voilà, c'est ça. Et donc ça crée énormément de demandes un peu partout. Nous, notre objectif en fait, ce serait vraiment de venir travailler ici en fait, réellement, parce qu'on veut participer à l'essor du monde de l'aérien ici. On veut participer à beaucoup de choses. Monsieur Sylvestre veut devenir instructeur. Moi, ça me parle aussi. Enfin voilà, on veut vraiment rentrer et faire grandir en fait ce monde-là, le monde de l'aérien en Guadeloupe, et en Guadeloupe, dans la région Guadeloupe, Martinique. Enfin voilà, et on s'est rendu compte aussi, parce qu'on a beaucoup de camarades à Aérofutur qui viennent des Antilles en fait. Mais nous, dans notre école, on est à peu près 10, une douzaine de Guadeloupéens. Ah oui, quand même. Oui, une douzaine de Guadeloupéens, et il y en a vraiment. Il y a une école aussi à côté où il y a pas mal de Guadeloupéens. Il y a aussi beaucoup de Martiniquais. Enfin, il y a vraiment. Ce métier intéresse beaucoup l'outre-mer, entre autres, les jeunes de l'outre-mer. Techniquement, pour voyager. C'est ça. On est obligé de prendre l'avion. C'est le seul moyen que nous avons. C'est ça, totalement. Et donc, je pense qu'il y a une vraie demande de construction de quelque chose, un projet vraiment autour de ces métiers qui sont pour l'instant toujours assez élitistes, mais qui devraient être sérieusement développés ici en Guadeloupe. C'est ça. On y arrivera. Avec des actions comme les vôtres, en tout cas, c'est sûr qu'on devrait y arriver, puisque vous n'attendez pas forcément des autres
pour conclure, vous progressez petit à petit. J'adore effectivement le concept de ne pas être resté figé sur place parce que vous n'aviez pas 80 000 euros en poche. En tout cas, il vous manque encore un petit pécule. Ça, c'est une nouvelle étape dans votre projet. Cet argent va servir à financer quoi exactement? Pour expliquer aux téléspectateurs rapidement avant de se quitter, qu'est-ce que vous allez financer avec cet argent? Alors cette cagnotte, elle est pour nous 5 et elle servira à financer des heures de vol, des parties de la formation. Mais il ne faut pas oublier que c'est extrêmement cher une heure de vol. Voilà, c'est cher, mais il ne faut pas oublier que la formation de pilote de ligne, c'est pas que la partie où on va dans un avion. Il y a des licences médicales à entretenir, il y a des instruments à acheter, du matériel, des uniformes à acheter. Enfin, c'est un corps de métier où tout est assez cher, que ce soit le renouvellement du médical chaque année ou alors les différents équipements qui ne sont pas donnés. Donc je pense qu'on va partir aussi dans cette optique qui nous permettra bien de voler dans les meilleures conditions, en achetant des casques, tout ce qui pourra nous être utile en vol. Et au niveau de, alors pour ceux qui voudraient savoir, au niveau des heures de vol, en fait ça dépend de l'appareil, ça dépend de. En moyenne, ça vous coûte combien une heure de vol? En moyenne, si nous, en tant que pilote, en tant que commandant de bord, nous volons à l'occasion aux ailes guadeloupéennes, une heure de vol constitue à peu près 160 €. Une heure de vol. Maintenant, pour les cours, donc on peut aller sur des appareils donc de plus en plus gros, de plus en plus sophistiqués. On peut passer à 290 € l'heure de vol et voire même en fin de formation sur des bimoteurs, donc deux moteurs, à 560 € l'heure de vol et on a une bonne dizaine d'heures de vol. Voilà, ça fait déjà 5600 € pour 10 heures de vol. C'est énorme. Voilà. C'est énorme. Mais c'est le prix, c'est-à-dire que comme il disait, ce corps de métier et voilà, c'est très cher. Les appareils pour l'entretien, l'essence. On est d'accord. Voilà. C'est très coûteux, mais à un moment donné, il faudra qu'il y ait une stratégie au niveau national pour l'essor de ce métier, puisqu'il y a une pénurie. Et cette pénurie, elle est flagrante et on ne va pas s'amuser à aller chercher des pilotes internationaux quand on a de jeunes Guadeloupéens qui sont extrêmement compétents. On doit trouver des solutions. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir pour nous exposer votre projet, la cagnotte Litchi de ces deux jeunes, enfin vous êtes 5 au total sur le projet, et donc en ligne, vous allez sur Litchi, vous tapez objectif pilote de ligne et vous trouverez le descriptif. Là pour l'instant, vous avez commencé à récolter quelques fonds, mais ils ont encore besoin de vous, donc n'hésitez pas. On se quitte pour une petite page de pub et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous continuons effectivement notre décryptage de l'actualité. Et après ces deux jeunes qui souhaitent devenir pilotes de ligne, on vous le rappelle, la cagnotte est disponible sur Litchi. Vous allez sur litchi.com et vous tapez dans la zone de recherche objectif pilote de ligne et vous pouvez faire une contribution financière. On va passer à notre deuxième plateau. Ils sont toujours avec nous, mais nous allons nous tourner vers Monsieur Manjiwa qui a sorti justement ce documentaire sur le cinéma français qui est assez racisé. Pourquoi cette thématique encore une fois? Bien écoutez, je pense que pour tous ceux qui regardent le cinéma français, on se rend bien compte que c'est un cinéma qui aujourd'hui malheureusement n'a plus la cote qu'elle avait dans les années 60. Le cinéma français était un cinéma qui était un cinéma de référence mondiale, avec des acteurs, des réalisateurs comme Truffaut, etc. C'était des gens qui étaient des modèles. Enfin, l'école de la nouvelle vague était un modèle de cinéma dont se sont inspirés des gens comme Scorsese, Ford Coppola, pour ne citer que ceux-là, ces réalisateurs-là. Aujourd'hui, le cinéma français est un peu perçu comme un cinéma de l'entre-soi, un cinéma qui n'est plus exportable. Il faut se poser des questions. Pourquoi ce cinéma n'est plus exportable? Pourquoi les films français ne sont plus vus à l'étranger? Certes, on va parler de la concurrence des plateformes de diffusion telles de streaming. Qui risque d'abattre le cinéma, effectivement. Il y a des chances que le cinéma traditionnel soit enterré par le streaming. Peut-être que ça importe. Mais avant que le streaming n'arrive, la part de fréquentation des spectateurs dans le cinéma français, du cinéma français, la part des films français
était déjà en déclin par rapport aux années précédentes. Et surtout, c'est qu'il y a aussi que ce cinéma français ne se renouvelle pas. Il ne se renouvelle pas. Je vous renvoie à la lecture d'un dernier pamphlet qu'a écrit un critique de cinéma sur ce cher cinéma français, où il étrille vraiment les réalisateurs qui font des sujets qui en fait ils se regardent le nombril, quoi. Voilà, des films qui sont pas regardables hors du petit carré germano-pratin à Paris. Surtout à Paris. Voilà. Et donc, et en plus, dans ce cinéma, il y a une grande majorité de la population, ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité, qui ne se reconnaît pas dans ce cinéma, qui ne se voit jamais dans ce cinéma. Et lorsqu'ils sont vus, lorsqu'ils apparaissent dans ce cinéma, eh ben ils sont cantonnés dans des rôles stéréotypés, des rôles que j'appelle racisés, c'est-à-dire on leur affecte des rôles en fonction de la couleur de la peau. Mais qui a jamais dit qu'un acteur de cinéma, que la couleur de la peau était importante? Donc si on est noir, on jouera quels sont les bons rôles pour nous? Voilà, les rôles de noirs dans le cinéma français, c'est souvent des rôles de gangsters, de dealers, de machins, de vigiles, de prostituées pour les femmes, d'infirmières au mieux. Mais enfin, et quand ils apparaissent dans le cinéma, quand ils apparaissent, parce que c'est très monocolore, et puis et on pourrait même dire que le cinéma français est très communautaire. C'est un peu le milieu de l'entre-soi. Oui, non, mais c'est très communautaire. C'est un cinéma communautaire en définitive, parce que ça ne représente pas la diversité de la population. En tout cas, lorsque cette population est représentée au cinéma, elle est représentée dans des rôles qui ne sont pas des rôles valorisants. Et ça a un impact sur la manière dont nous-mêmes nous voyons. On veut peut-être pas représenter la société telle qu'elle est, mais plutôt telle que le français hexagonal la voit. Ou le français parisien d'ailleurs. Alors, disons que sur cette question, je crois qu'il faut distinguer entre le public et le monde du cinéma. C'est-à-dire que le public français est un public qui est ouvert. La preuve, les acteurs noirs américains sont bien connus. Dans le documentaire que je fais, je pose la question au départ. Je posais la question aux spectateurs, devant les cinémas parisiens d'ailleurs. Citez-moi le nom de deux ou trois acteurs noirs américains. Tout de suite, ils répondaient, ils donnaient les noms. Will Smith, enfin tous les acteurs noirs américains. Mais je leur disais, est-ce que vous pouvez nous donner le nom de 2 ou 3 acteurs noirs français? Vous allez voir dans le film. C'est très galère. On va faire un petit test. Est-ce que vous pouvez nous citer le nom de 3 acteurs noirs français? Je commence Omar Sy. Voilà. La liste est close. C'est bon, on a fini. Qui d'autre? L'acteur de. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon? Vous voyez la difficulté? Vous voyez déjà la difficulté? Et ça, c'est la nouvelle génération. Ouais, c'est vraiment parce que c'est récent. Ouais. Et un troisième. Bon, vous voyez la difficulté? Je vous rassure, jeunes gens. Je vous rassure. Nous posons la question dans le documentaire qui passera demain soir à la cinémathèque de Bémao, Paul Mado, demain à 18h30. Venez le voir. Vous allez voir que vous n'avez pas de complexe à vous faire. Parce qu'il n'y en a pas. Parce que la notoriété des acteurs noirs dans le cinéma français est dérisoire. Parce qu'on ne les met pas en avant, parce qu'on ne leur donne pas des rôles auxquels les gens pourraient s'identifier facilement. Le cinéma, c'est quelque chose, ça nous donne à rêver. Le cinéma, c'est de l'émotion. Et l'émotion n'a pas de couleur. A priori. Non, elle n'a pas de couleur. Un acteur qui joue un personnage peut jouer tous les personnages. Faire ressentir la douleur ou la joie, la tristesse ou la passion n'est pas une question de couleur, c'est une question de la compétence de l'acteur. Or, dans le cinéma français aujourd'hui, on ne donne pas suffisamment de rôle à ces acteurs qui en sont. Ils sont brillants pour certains. On ne demande pas de donner des rôles à tous les acteurs, non, mais donner des rôles à des acteurs compétents pour qu'ils jouent bien, parce qu'il y a ces acteurs-là dans le documentaire qui passera demain, ils jouent dans des films étrangers. Oui. C'est ça le pire. Et ils jouent dans des films étrangers. Et pas des moindres. Oui. Je prends par exemple le cas d'un Éric Eboinet. Il joue avec Ridley Scott dans Kingdom of Heaven. Il joue dedans. Il joue avec Brian De Palma. Ce sont des actes. Brian De Palma qui le qualifie d'ailleurs de Marlon Brando noir.
Ah, d'accord. Bon, ça c'est... Mais par contre, en France, il n'a pas de rôle du tout. Voilà. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Vous prenez Alex Desca. Alex Desca, un brillant acteur qui joue avec Jim Jarmusch. C'est l'acteur fétiche de Jim Jarmusch. OK ? Oui. Mais en France, à part Claire Denis qui lui a donné sa chance, il ne joue dans pratiquement aucun film à l'affiche de Il n'a pas la bonne teinte. années. Vous voyez ? Et je peux en citer plein. Montout, ils sont pleins. Jean-Michel Martial, malheureusement, qui est décédé dernièrement, hein, c'est quelqu'un c'est un immense acteur. C'est un immense acteur. Qui a réussi quand même à se faire une petite place dans le cinéma. Oui, Une petite il a place. réussi, mais à quel prix ? Parce que je peux vous raconter dans l'hommage que je lui ai rendu, parce que j'ai été la personne qui l'a interviewé pendant près d'une heure. Hein, j'étais le dernier journaliste à le rencontrer, et discuter avec lui pendant une heure. Je lui ai rendu un hommage. Dans cet hommage, il déclare ceci. Son frère et lui, qui sont des acteurs de cinéma, celui qui était Jacques Martial, qui était patron du Memorial Act ici, fait une demande pour entrer à la Comédie Française. C'est une anecdote qu'il me raconte. Il le dit face caméra. Son frère fait donc une demande à Antoine Vitesse, qui était le patron du théâtre en France, le patron de la Comédie Française à l'époque. Eh bien, que lui répond, écrit noir sur blanc, cet Antoine Vitesse, qu'on est supposé, qu'on devine être quelqu'un d'ouvert, quand même. Je veux dire, le monde de la culture, on pense que c'est un monde qui est en avance sur la société, quand même, beaucoup plus ouverte, moins conservatrice. Eh bien, on se trompe. Il lui répond, je comprends très bien vos aspirations, mais voyez-vous un noir à la Comédie Française? Écrit noir sur blanc. On est en France. À quelle année à peu près ? Dans les années 80. La Comédie Française, 5 siècles d'histoire. Il n'y a eu que 2 sociétaires noirs. Bon, je pense que ça résume assez bien la situation. Donc en termes de culture, le français n'est pas tout à fait prêt en fait à accepter l'image, enfin la différence dans son cinéma. Là encore, je dis qu'il faut distinguer. Il faut distinguer entre le public qui est largement en avance. Oui, mais le public est très influencé par ce qu'on lui projette. Oui. Et peut-être même habitué à oui. Pas de touche d'exotisme, c'est normal. Non, le public est en avance, est beaucoup plus en avance que le milieu même du cinéma. Le milieu du cinéma est un milieu conservateur. Le milieu de la culture, d'une manière générale, en France, est un milieu ultra conservateur. Ultra conservateur. Est-ce que toutes les sociétés en France, finalement, ne sont pas conservatrices ? C'est ça, toutes les strates, on aurait dit que toutes les strates de cette société-là sont conservatrices à un niveau ou à un autre. Écoutez, le monde du cinéma, les problèmes que rencontrent les acteurs et les actrices dans le monde du cinéma, ce n'est que le bout de l'iceberg d'une problématique qui concerne tous les aspects de notre société. Les problèmes. Pourquoi j'ai fait ce film ? L'idée est venue déjà lorsque les femmes, les actrices, en 2018, ont fait ce manifeste qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier ». Quand j'ai lu leurs livres, les difficultés qu'elles avaient à trouver des rôles dignes d'elles, les réflexions qu'on leur fait à cause de la couleur de leur peau, c'était inadmissible. On ne peut pas être dans une France au XXIe siècle et avoir des réactions comme ça dans un milieu dans lequel on est a priori ouvert. Comme vous le dites, a priori. Oui, on peut penser que le milieu de la culture soit un milieu ouvert. Mais malheureusement, on constate, que c'est un milieu qui est extrêmement fermé,
extrêmement, où il y a beaucoup trop de copinage, où il y a une sorte de relation incestueuse entre voilà, où on préserve ses niches et on cultive un entre-soi qui est préjudiciable à l'histoire du cinéma, au cinéma français, parce que ce cinéma doit s'ouvrir à la narration d'autres histoires. Parce que nos histoires de Français issus de la diversité, comme on le dit, ben, ça ne fait pas moins partie du roman national. Alors, il faudrait qu'il commence à assumer. Mais vous savez bien que c'est pas tout à fait le cas encore. Il y a beaucoup de mal à assumer ce passé commun. Oui, mais il faut que nous le rappelions, que nous insistions. Parce que si vous regardez bien, combien de productions françaises, par exemple, sur l'esclavage ? Je crois bien aucune. Hélas. À part, on a Joséphine Ange Gardien qui s'est penchée sur la question. Excusez-moi. On est sérieux. Désolé, j'arrive même pas à garder mon sérieux. On est sérieux. La différence qu'il y a précisément sur cette question-là, voyez-vous, c'est que dans le film, d'ailleurs, on va l'évoquer, dans le documentaire que je fais, on évoque cette question. Pourquoi, dans le monde anglo-saxon, les acteurs noirs ou issus de la diversité dans le monde anglo-saxon ont des statuts de stars internationales, alors que dans le monde francophone, c'est-à-dire en France, chez nous, en France, nous n'avons pas d'acteurs à stature internationale. Parce que les anglo-saxons, je ne parle pas des Américains encore, je parle simplement de l'Angleterre, qui a la même histoire coloniale que la France. Vous avez des acteurs comme Idris Elba, à qui on a voulu confier le rôle de James Bond. Je ne parle pas de Chiwetel, machin et tout, etc. Steve McQueen, qui a fait le film 12 Years Slaves, qui a eu l'Oscar du meilleur film à Hollywood, il a utilisé des acteurs noirs anglais. L'acteur principal, Chiwetel, c'est un Anglais. D'accord ? Ils ont une politique culturelle qui fait que ils intègrent dans toutes leurs séries, dans les films, toutes les composantes de la société. Mais c'est une chose que la France, clairement, chez nous ne faisons pas n'arrive pas à faire, ne souhaite pas faire. Est-ce que, on va changer de milieu rapidement, est-ce que dans votre milieu, on vous a fait peser un peu sur les épaules le fait que vous soyez différent ? Peser, non, mais on l'a ressenti. Ah, vous c'est vrai en fait que nous sommes arrivés, alors pas du tout en ce qui concerne la formation, enfin pas du tout, non pas seulement ça, mais on est arrivé dans un milieu en fait, un environnement que nous ne connaissions pas, à forte culture, la culture catalane, et nous arrivons aussi avec notre forte culture antillaise. Voilà, ça a fait un peu comme un choc entre eux et nous, quelques stéréotypes sur les uns sur les autres. Les stéréotypes allaient dans les deux sens un peu ? Dans les deux sens. Ou vous étiez moins sur le jugement qu'eux ? Tu me composeras, Gurian ? On était peut-être moins sur le... Enfin, peut-être, on va dire que peut-être qu'on était moins sur le jugement aussi, mais moi je peux dire en tout cas que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, parce que le fait de quitter son pays, quitter là où on est, quitter l'environnement et de comprendre ce que c'est que d'être ailleurs, donc dans pas du tout son environnement, on se pose déjà beaucoup de questions sur soi, sur son histoire, en fait ça. On se rend compte de l'importance des traditions, de la culture, parce qu'en fait c'est l'identité, en fait c'est notre identité quelque part, et on se met quelque part à la prôner, à la défendre. Alors après il y a énormément on a reçu aussi des stéréotypes, hein, je parle pas de là on a été directement, mais je me dis que c'est normal parce que l'ignorance est tellement facile quelque part, et surtout quand on n'est pas forcément sensibilisé à notre condition, j'ai envie de dire, on est l'outre-mer, donc on est à l'autre côté du monde, et souvent, peut-être que ce sont les médias, etc., beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe ici, en fait, et ne comprennent pas. Beaucoup ne savent pas, en fait, voilà, ne savent pas. Quand on parle des grèves, qu'on leur explique, qu'est-ce qui se passe, ce qui se passe ici, ils se disent, ah ouais, quand même, d'accord, on savait pas du tout, voilà, et donc du coup, on se rend compte que finalement,
ils n'ont pas accès à l'information, donc du coup que les préjugés sont bien faciles en fait. Donc pour moi c'est ça. Après bon, il y a un passé aussi, il y a tout un passé d'idéologie quelque part qui peut rester, qui reste, parce qu'il y a encore des on le bien sent. sûr. Et en plus de cela, j'ai envie de dire au final, qui se ressemble s'assemble. Que ce soit pour nous qui sommes arrivés, qu'on ne se connaissait pas tous, mais on a tout de suite tissé des liens par rapport à notre culture commune. C'est ça. Et je fais le rapprochement avec le cinéma, comme disait monsieur, cette académie qui existe depuis des siècles. Ils restent entre eux en fait. Ils restent entre eux, il n'y a pas vraiment cette volonté de s'ouvrir aux autres. Et on arrive par exemple à la cérémonie des Molières où des gens qui se connaissent entre eux font une cérémonie entre eux, où une des seules personnes noires qui arrive dans la salle finit par dire salut les blancs. Et ça choque. Mais c'est tellement vrai. C'est ça. C'est ça, le fameux communautarisme dont je parle, c'est le communautarisme, parce que souvent l'argument c'est ah ouais, mais vous allez faire un cinéma communautariste. Mais en fait, si on regarde bien, c'est eux qui font le cinéma communautariste. C'est ridicule, mais c'est ça. C'est une réalité. On pourrait retourner l'argument. C'est la même chose dans tous les domaines, cette volonté, pas cette volonté, mais cette tendance en tout cas à rester dans le connu, et peut-être la peur de l'inconnu tout simplement. C'est vrai. Alors c'est vrai qu'il est là. Moi, je tiens quand même à ajouter que bon, pour nous, on n'a pas été non plus, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu de séparation quelque part. On est vraiment rentré. On a été accepté tel quel en fait nous. Comme je dis, bon, il y avait peut-être des préjugés de notre part, de leur part aussi, mais on a vraiment été accepté tel quel et on a su en fait partager quelque part. Autant on a goûté à leur culture, autant ils ont goûté à la nôtre. On a voulu quelque part faire aussi l'effort de pas passer outre, mais quand on a compris ce que c'était, qu'on s'est renseigné, qu'on a compris, qu'on a aussi, ressenti cette forme de souffrance qu'il y a comparé par rapport au racisme, par rapport à tout ce que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui, on s'est dit que de toute façon, il faut faire l'effort de changer les choses, que ça soit certaines fois par la manière dure, mais aussi par la manière douce quelque part. Et donc vraiment pour revenir à nous, on a vraiment partagé, voilà, c'est ça, que ça soit ce qu'on a vu, ce qu'on a découvert là-bas, et que ça soit ce qu'on a amené. Parce que nous, on est arrivé en fait à 10 Antillais dans notre centre de formation. Parce que vous êtes arrivés soudés. C'est ça, en fait. Le fait d'arriver soudés, ça évite, je pense aussi, quelques soucis. C'est ça, et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de... Quand je pense à tous ceux qui partent tout seuls, qui se retrouvent sans amis, sans personne, parce que ça c'est vraiment partir, ça c'est vraiment dur en fait, de se retrouver tout seul dans un milieu, dans un environnement dans lequel on n'arrive pas à se représenter, qui nous va pas. Nous, on est arrivé avec notre environnement en fait, on arrive avec notre bulle. Et quelque part, au bout d'un moment, il a fallu la piquer un petit peu pour voir ce qu'il y avait à l'extérieur quand même. Parce que si on reste aussi, nous, dans cette logique d'enfermement, de communautarisme, voilà, c'est ça, c'est peut-être pas la bonne. Faut surtout pas. En fait, pour moi, il faut un peu de tout. Il faut un peu de tout. Il faut un peu de communautarisme, il faut partager. Il faut un peu de tout, mais il faut l'ouverture d'esprit suffisante. C'est ça, voilà. Quand je dis un peu de tout, c'est le communautarisme et l'ouverture. C'est ça. Faut pas que le communautarisme, et faut pas, que l'ouverture ça n'arrive pas, mais faut pas que ça non plus. Donc voilà. Mais écoutez, moi, mon film, le documentaire que je fais sur le monde racisé du cinéma, c'est une démarche d'abord pédagogique. Expliquer pourquoi, comment et où est-ce qu'on va aujourd'hui. Pourquoi il y a cette représentation des stéréotypés des acteurs issus de la diversité, en particulier les Noirs dans le cinéma français. Il y a les causes historiques. Dans le film, j'explique les causes historiques, comment on a construit la représentation des Noirs dans l'imaginaire collectif français. À partir des effets de la colonisation, bien sûr, des expositions coloniales, où on exposait des villages africains, où on faisait venir des Africains ou des Papous, des Calédoniens, ou tout ce qui était de l'Empire, les Arabes, les Vietnamiens, etc. Et on montrait à la population française comment vivaient
on les appelait à l'époque des sauvages, ensuite des indigènes. Voilà, ça a évolué. Les gens venaient voir. Donc ça construisait dans l'imaginaire français quelque chose, une représentation du noir. Ils ont bien travaillé d'ailleurs cette représentation du noir, qu'ils ne souhaitent pas changer, moi je le pense sincèrement. Malheureusement on ne va pas pouvoir continuer le débat, mais on va passer un petit extrait juste avant de se quitter. Oui. En tout cas Monsieur Manjiwa, on pourra vous retrouver donc demain soir à la bibliothèque Paul Mado à Bemao à partir de 18h30 pour cette projection justement de ce film sur le cinéma racisé en France, qui est une réalité. Et on donne encore une fois effectivement cette cagnotte qui est disponible sur le site litchi.com. Vous allez sur la barre de recherche, vous tapez objectif pilote de ligne et vous pourrez justement aider ces deux jeunes qui souhaitent finaliser leur formation. Ils ont déjà fait quand même un très beau parcours ces dernières années et il ne leur manque plus qu'un petit pécule pour arriver à leur fin. Merci beaucoup messieurs d'être venus sur ce plateau ce soir. C'est nous qui vous remercions. Après la coupure pub, vous retrouvez Yves Lys-Boissé pour que les choses soient dites. Vous pourrez vous connecter aussi sur les réseaux et lâchez vos commentaires. Passez une bonne soirée sur Canal 10 et on se quitte sur un petit extrait de justement ce reportage réalisé par Monsieur Manjiwa. Une bonne soirée à vous messieurs. Merci. Et tout de suite après la pub, c'est Yves Lys-Boissé. Merci. Un cinéma français caractérisé par une faible visibilité et le peu de notoriété des acteurs de couleur. Et pourtant, ils existent, mais cantonnés dans des rôles stéréotypés. Lorsque je passais des castings, tout simplement, on m'octroyait que des rôles clichés, de chauffeur de taxi, d'éboueur, de dealer. Et le personnage en question qu'on vous proposait ne s'appelait pas Paul, Jacques ou je ne sais quoi, mais s'appelait Le Noir. C'était Le Noir, voilà. Quand Darling Legitimus, elle est arrivée, c'était l'amie de Joséphine Baker. Eh bien, Darling Legitimus, elle a tourné dans 152 films, hein. Et dans des rôles de quoi? De nounou, de boniche. Pourquoi, quand il faut qu'on mette un noir au cinéma, il faut lui donner un accent ou des origines diverses et variées ou de banlieue, alors qu'il pourrait être juste un personnage qui parle avec son accent s'il en a un, ou un comédien qui est ce qu'il est, qui propose un rôle et puis basta. Mais moi, toute ma vie, j'ai maté des films avec des héros blancs, ça ne m'a pas empêché de m'identifier, ça ne m'a pas empêché de sentir leur douleur, de sentir leur joie, de sentir leur peur. Comme je dis aux gens, quand on souffre de la même manière. Quand on aime de la même manière. Ce que vous dites, j'aime noir, j'aime blanc. J'ai toujours dit que la réalité sociale de ce pays ne correspondait pas du tout à la réalité cinématographique. Parler, c'est bien, nous l'avons toutes fait pendant des années. Nous nous sommes épuisés, on s'est sentis seuls, mais parler ensemble a donné une résonance à nos voix et agir, c'est mieux. Prendre le contrôle de la narration et donner à entendre des pans d'histoire méconnus. Faire exister des cultures minorées et entrecroisées. Raconter des histoires qui ne font pas moins partie du roman national. Telle est la mission que s'est fixée cette génération d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs et producteurs français noirs.